Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 184e briefing. Alors, avec une configuration un peu particulière aujourd'hui. Alors, d'une part, on va déplorer une absence, celle d'Igor, qui est coincé entre deux avions dus aux conditions météorologiques et la neige et tout ça. Donc, ça les... en France. Et donc, voilà, il est entre deux avions, il regrette de ne pas pouvoir nous rejoindre. Mais voilà. Mais vous pouvez voir, on a un hôte de qualité aujourd'hui, Jean Radvani, que beaucoup d'entre vous, comme vous êtes beaucoup de russophones, russophiles, connaissez déjà et qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Et Arnaud, qui va assumer aujourd'hui l'ensemble de la présentation de ce briefing, aura le plaisir de nous présenter tout à l'heure avec un focus sur une activité un peu nouvelle et particulière pour Jean, mais qui est très intéressante pour tout le monde. Donc, Arnaud, comment cette lourde tâche de faire ce briefing à toi tout seul? Merci Président, bonjour à tous. Une actualité assez fournie aujourd'hui dans le domaine de la politique intérieure. Tout d'abord, une nouvelle qui vient de tomber. Le parquet général de Russie requiert 5 années de détention à l'encontre d'Igor Strelkov. Igor Strelkov, vous le savez, c'est l'un des figures de proue de ce qu'on a appelé le printemps russe dans le Donbass en 2014. Il avait, ces derniers mois, pris des positions extrêmement dures à l'égard du ministère de la Défense, du Kremlin. Il représente l'aile dure de la mouvance nationaliste. Eh bien, le parquet général donc, requiert de la prison ferme à son égard. Il est actuellement en détention préventive. Autre événement politique significatif, c'est euh, des incidents, des manifestations au Bachkortostan, où donc plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Baïmak. C'est une petite localité de cette république, pour protester contre la condamnation à 4 années de prison d'un activiste écologiste, enfin, un leader d'opinion locale, entre guillemets, qui s'était prononcé il y a quelques mois contre un projet minier. Cette décision de justice a provoqué des troubles assez sérieux, à tel point que le comité d'enquête a lancé des procédures pour violence sur dépositaire de la force publique. Évidemment, on pense, ces deux événements ne sont pas liés, mais cette éruption de violence dans une république constitutive de la Fédération de Russie rappelle, en tout cas, les souvenirs du Daghestan à l'automne dernier. On se souvient là encore d'un événement qui avait surpris les autorités locales, les autorités fédérales. À suivre. On verra s'il y a d'autres manifestations ou si les choses, entre guillemets, vont se tasser au Bachkortorstan. Euh, Autre annonce importante de mon point de vue, les services juridiques du gouvernement fédéral qui soutiennent la proposition des députés de Russie unie visant à amender le code pénal et à rendre possible la confiscation des biens des personnes condamnées pour propagation de fausses nouvelles sur l'armée russe. Il y a plus d'une centaine de personnes qui sont aujourd'hui poursuivies pour avoir, selon le parquet général, propagé de fausses nouvelles sur l'armée russe. Donc les choses pourraient aller beaucoup plus loin, aller plus loin que les 10 à 15 années de réclusion actuellement prévues par le code pénal. Des nouvelles d'économie, quelques brèves. Le déficit du budget fédéral qui s'établit finalement à 3200 milliards de roubles. Alors ça fait, on pourrait croire que c'est beaucoup, ce n'est pas rien, mais ce n'est jamais que 1,9% du PIB de la Russie. Autre chiffre, la Russie qui, sur les 11 premiers mois de l'année 2023, a exporté pour plus d'1 milliard de dollars d'uranium aux États-Unis. Enfin, le nombre d'auto-entrepreneurs qui augmente rapidement et qui atteint 2,6 millions de personnes. Enfin, le sujet dont on parle à Moscou ces derniers jours, ce sont euh, si ce n'est les restrictions, en tout cas les nouvelles règles du jeu qui semblent émerger en Turquie, aux Émirats arabes unis, mais aussi en Chine. En ce qui concerne le secteur bancaire, les pressions américaines, semble-t-il, commencent à produire certains effets et des banques de ces trois pays deviennent un peu plus regardantes
sur les transactions avec la Russie. Ceci dit, pour autant qu'on puisse le savoir et à ce stade, les Russes ne semblent pas très inquiets sur la capacité à maintenir des flux via ces pays, mais les taux, malgré tout, se resserrent un petit peu et les banques de ces pays qui généralement ont des affaires avec les États-Unis deviennent un peu plus prudentes. J'en viens aux questions de politique étrangère, de diplomatie, avec la rubrique traditionnelle d'aide militaire à l'Ukraine ou de dossiers d'armement. Les États-Unis qui vont se pencher sur la traçabilité des matériels qu'ils ont livrés à l'Ukraine, puisqu'il y a des inquiétudes à ce sujet. Elles portent notamment sur des unités expédiées, enfin des unités légères, des systèmes anti-aériens portatifs, des lunettes de vision nocturne, des drones kamikazes. Il semblerait que une partie de ces matériels, pour un montant non négligeable, hein, d'1 milliard de dollars, est échappé au contrôle des États-Unis. On ne sait pas très bien où il se trouve. Et le New York Times, qui se fait écho de ces inquiétudes, estime qu'une partie de ces matériels pourrait être tombée, je cite, entre de mauvaises mains. L'actualité bilatérale franco-ukrainienne avec Emmanuel Macron, qui, lors de sa conférence de presse de mardi soir, a annoncé la livraison dans les prochaines semaines d'une quarantaine de missiles Scalp, de plusieurs centaines de bombes guidées et de canons César. Le président Macron doit se rendre par ailleurs à Kiev en février et à cette occasion devrait être signé un accord bilatéral de sécurité, un peu sur le modèle de celui qui a été conclu la semaine dernière par le Royaume-Uni, qui a signé un accord de 10 ans et qui engage la Grande-Bretagne, donc, qui va protéger, je cite, l'Ukraine et restaurer son intégrité territoriale. Vaste programme. La Grande-Bretagne va également s'engage également à reconstruire l'économie de l'Ukraine. Donc on voit que les puissances européennes, peut-être demain les États-Unis, euh, avancent dans la signature d'accords de sécurité bilatéraux, dans l'octroi de garanties de sécurité à l'Ukraine. C'est une étape importante, peut-être dans la perspective de discussion de paix ou en tout cas d'une réflexion sur l'après-conflit entre l'Ukraine et la Russie. Quelques mots du sommet de Davos, où l'Ukraine et son président étaient présents. Il y a eu une réunion consacrée à ce qu'on appelle la formule de paix ukrainienne. Alors, cette année, 83 pays ont participé à cette réunion. C'est plus que la dernière fois, 65. Mais ce qu'on en retient, notamment à Kiev, ce n'est pas très positif dans le sens où, d'une part, la Chine, à la demande, semble-t-il, de la Russie, n'a pas participé. Euh, D'autre part, la Suisse, puissance invitante, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a rappelé une évidence, mais qui ne l'est peut-être pas pour tout le monde. Je cite, d'une manière ou d'une autre, la Russie devra être incluse au processus de paix. À suivre, mais il n'y a pas de résultat concret à l'issue de cette rencontre de Davos sur l'Ukraine et sur le plan ukrainien de paix. Deux dernières nouvelles intéressantes, un peu exotiques, quoique ce n'est plus forcément euh, ces derniers temps. La Corée du Nord, dont la ministre des Affaires étrangères s'est rendue en visite en Russie en début de semaine. Je rappelle que ces derniers mois, en septembre, le président nord-coréen avait visité Vladivostok et d'autres villes de Sibérie. Ça avait ouvert la voie à une coopération ambitieuse, pour autant qu'on puisse le savoir, une certaine livraison d'armes, notamment. Dans l'intervalle, Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, s'était rendu en Corée du Nord. Donc, il s'agit d'une visite de retour de la diplomatie nord-coréenne. On voit en tout cas que ce partenariat, qui était très discret et qui était assez vide en réalité depuis l'effondrement de l'URSS, eh bien, prend
consistance, une densité nouvelle depuis quelques mois. Enfin, une actualité russo-africaine, avec d'une part la visite à Moscou d'une délégation du ministère nigérien de la Défense, euh, euh, un accord bilatéral est en place et des coopérations sécuritaires vont monter en puissance entre le Niger et la Russie. Et par ailleurs, le ministère russe de la Défense a confirmé ce matin être en discussion avec les autorités centrafricaines pour l'installation d'une base militaire permanente russe sur les territoires de la RCA. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur l'actualité économique et politique de la Russie. Merci beaucoup. On a quelques réactions déjà, notamment sur ce qui se passe en Bashkortostan ou en Bashkirie, comme on dit volontiers. Est-ce que ça inquiète le pouvoir, et notamment à l'aube des élections présidentielles? Est-ce que ça peut avoir un impact? Est-ce que ces mouvements de révolte, entre guillemets, populaire, inquiètent le pouvoir central, ou est-ce que la situation semble bien en main? Alors, ce type d'événement est toujours regardé avec suspicion, inquiétude par les autorités fédérales, que ce soit les autorités sécuritaires, entre guillemets, le FSB, ou l'administration présidentielle. Donc, c'est quelque chose qui est considéré comme inquiétant, indésirable, sûrement. Est-ce que c'est susceptible de prendre une ampleur plus importante? Je ne pense pas, en réalité. C'est un sujet local euh, qui concerne, je l'ai dit, un projet minier dans une réserve naturelle du Bashkortostan. Je rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il y a des mobilisations en région, d'ailleurs parfois c'était en région russe stricto sensu, en réaction à des projets, qu'ils soient immobiliers ou économiques, controversés. C'était plutôt avant le Covid, en 2018, on a vu ça en 2019 aussi, dans la région d'Arkhangelsk, on avait vu ça aussi dans le centre d'Ekaterinbourg. Sauf que, évidemment, le contexte aujourd'hui est différent et dans un contexte où il y a peu, voire pas de manifestations, évidemment, quand 5 000 ou 10 000 personnes sortent dans la rue et commencent à s'en prendre aux forces de l'ordre, ça sort de l'ordinaire, naturellement, et ça inquiète les autorités. Donc c'est quelque chose qui va, je pense, être repris en main localement par la voie de la répression, de façon assez classique. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un effet d'entraînement politique au-delà du district ou de cette ville, parce que l'enjeu est local, mais ça rappelle une forme de peut-être de fragilité, ou en tout cas, on comprend que les autorités sont surprises par ce genre d'événement. Ce qui veut dire qu'elles manquent paradoxalement de capteurs ou évaluent mal les situations locales ou les réactions que peuvent provoquer telle ou telle décision dans les sujets de la fédération. Euh, et le fait qu'il n'y ait pas de soupape, de marge de manœuvre, évidemment, confère à chacun de ces événements une dimension dramatique qui peut-être n'a pas lieu d'être en réalité. Donc, c'est un événement qui sort de l'ordinaire, c'est un événement qui mérite notre attention. Ce n'est pas ça qui va influer sur le cours de l'élection présidentielle, ni même sur la stabilité de l'Oural. Et donc, de façon concomitante, il y a cette information que tu donnais, ou un certain durcissement, justement, dans la répression, avec le fait qu'on puisse s'en prendre au bien des personnes déjà lourdement condamnées. Et 15 ans de prison, c'est pas rien quand même. Si en plus on prend la maison, est-ce que c'est pas ajouter de l'huile sur le feu par rapport à ces populations qui se révoltent pas forcément, mais qui font qui donnent l'expression de leur mécontentement. Alors, ça ne concerne pas les mêmes personnes en réalité, ce sont des dossiers très différents. Le, euh, la confiscation des biens pour propagation de fausses nouvelles, je dirais, c'est l'illustration de cette machine répressive qui prend de l'ampleur et que nul ne peut arrêter si tant est que ce souhait existe, ce qui n'est pas sûr du tout en réalité, dans le contexte actuel. Et donc il y a une surenchère, des ministères, une surenchère du centre fédéral, de certaines agences de sécurité. Donc oui, on peut considérer effectivement que 10 à 15 ans de prison, c'est déjà extrêmement lourd pour ne pas dire plus. On va rajouter une peine qui rappelle à mains égards des peines qui existaient dans le code pénal soviétique. Encore une fois, je dirais c'est dans l'ordre des choses, ça s'inscrit dans cette tendance de
de renforcement de la répression depuis le 24 février à l'égard des personnes qui dénoncent le conflit en Ukraine et la politique de la Russie. Alors, une question plus franco-française, de certaine façon, est-ce que le fait que le nouveau ministre français des Affaires étrangères ait réservé sa première visite ou une des premières à Kiev, est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'était attendu? Est-ce que c'est une surprise? Oui, généralement, les ministres vont à Bruxelles ou à Berlin. Là, c'est Kiev, donc c'est un signe politique évidemment majeur. Et ça s'inscrit surtout dans une séquence franco-ukrainienne, comment dire, symboliquement et politiquement importante. J'ai parlé des annonces du président Macron, mais il y a aussi aujourd'hui même, par exemple, une session entre les ministères français et ukrainiens de la Défense. La France prend la tête de ce qu'on appelle une coalition de l'artillerie, c'est-à-dire qu'elle va être un petit peu, avec les États-Unis, la nation de référence dans le soutien à l'Ukraine, dans le domaine de l'artillerie, des systèmes, donc des obusiers et des munitions. Donc oui, c'est un geste, c'est un symbole. On verra encore une fois si l'intendance suit. Bien, merci beaucoup. On n'a pas plus de questions, donc on va pouvoir passer à la deuxième partie de ce briefing avec notre invité d'honneur, dont tu vas pouvoir faire un résumé, un panégyrique, enfin, à ton choix, de tout ce que tu Bref, mais sincère. Donc nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir Jean Radvani. Jean Radvani, professeur émérite des universités à l'INALCO, qui est un géographe, qui a publié de très nombreux ouvrages sur l'URSS, sur la Russie post-soviétique, sur le Caucase également. Le dernier en date s'intitule Vertige de la puissance, c'est ça? Un vertige de puissance. Jean Radvani, je l'annonce, va très prochainement préparer un ouvrage sur l'Arctique pour l'Observatoire franco-russe. Mais aujourd'hui, Jean Radvani va nous parler d'un de ses jardins secrets, ou à moitié secrets, le cinéma. Jean Radvani, en effet, est un spécialiste du cinéma soviétique, géorgien, russe. Et c'est à ce titre qu'il est à Moscou en ce moment, et il a décidé de partager avec nous ses observations, ses réflexions sur le cinéma russe d'aujourd'hui. Oui, à la fois sur peut-être un peu sur le cinéma russe d'aujourd'hui et aussi sur la façon dont il est accueilli en France et sur les échanges que nous pouvons avoir entre les Russes et les Français à propos de cinéma. Euh, il faut savoir que, effectivement, ça fait longtemps que je m'occupe des cinémas soviétiques et post-soviétiques. Et présentement, je suis le président d'une association qui organise depuis 10 ans un festival de cinéma russe à Paris et en Île-de-France. Et évidemment, comme vous le comprenez bien, on a commencé assez tranquillement. C'est-à-dire il y avait très peu de films russes, soviétiques, qui soient anciens, c'est-à-dire de l'époque soviétique, ou qui soient plus récents, qui passaient dans les circuits en France, ni à la télévision. Il faut dire que la sortie d'un film aujourd'hui en France, c'est quelque chose d'assez compliqué parce qu'il faut pas mal d'argent. Euh, les, les distributeurs sont très frileux. Il y a des aides, mais pas beaucoup. Ils préfèrent sortir des films français, naturellement, ou américains, encore aujourd'hui. Alors, à Paris, on a une situation très particulière parce qu'on pratiquement on voit tous les films du monde, mais souvent c'est des sorties très très limitées, quelques cinémas, une semaine, 2 semaines, voilà. Et les films russes dans ces circonstances, déjà avant 2022, passaient très peu et avec une audience très très limitée. Et donc on avait décidé, notre association, avec notre marraine d'honneur, Macha Merrill, de changer ces choses, de les changer, d'essayer d'un peu impulser quelque chose de nouveau, c'est de montrer donc des films, à la fois des films du répertoire, donc soviétique, en choisissant les films naturellement. On est plutôt dans le genre film d'auteur, comme on dirait Aftersky film, et des nouveaux films aussi. Et puis donc arrive 2022 et il se trouve que notre festival devait avoir lieu en mars 2022. Euh, et que le thème qui avait été choisi, parce qu'on avait un thème à chaque fois, le thème c'était quand les Russes voyagent, ce qui a provoqué certains frémissements.
Alors, il y a plusieurs façons de s'adapter, évidemment, à une telle situation qui est quand même extrêmement douloureuse et compliquée. Il y avait deux festivals assez importants, réguliers. Le plus ancien, c'est le festival de Honfleur, en Normandie, festival de cinéma russe, parrainé par Goskino, par l'ambassade, naturellement. Ils ont immédiatement décidé de cesser toute activité. Et donc, malheureusement, il semble, pour l'instant, il n'y aura plus de festival de Honfleur qui avait lieu en novembre. Et en même temps, il y avait un festival d'un peu différent, assez commercial, là aussi parrainé par Goskino et d'autres, au cinéma Harlequin à Paris, l'ancien Cosmos. Et eux aussi ont cessé toute activité. Et nous, on s'est interrogé, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et la décision unanime a été, il faut continuer de montrer des films russes. Parce que, contrairement à certains, bon, vous savez, je pense qu'on en a parlé, vous en avez parlé au briefing, il y a eu à ce moment-là, c'est-à-dire au printemps 2022, il y a des gens qui disaient, il faut plus, on arrête tout, il faut pas montrer des films, il faut pas montrer des spectacles. Il y a même des pays, pas en France en fait, qui ont dit on peut plus faire de cours sur Tchaïkovski, sur Pouchkine, sur Tolstoï, etc. En France, on n'a pas eu, je pense, je crois, ce genre de réaction. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et on a donc décidé de continuer. On a pris position. Si vous allez sur notre site, vous verrez, on a pris position sur ce qui se passait. Et on a décidé, alors, la première année, on était pris par la surprise. En mars 2022, on a montré quand même 2 ou 3 films. Il y a eu quelques manifestations hostiles venant d'étudiants ukrainiens qui étaient présents à Paris. On a discuté avec eux. On leur a montré ce qu'on montrait, déjà les films qu'on montrait. Le film d'ouverture, c'était Léviathan de Zviagintsev. Et on les a invités dans la salle. Il y en a quelques-uns qui sont venus. Ils ont discuté avec Zviagintsev. Donc voilà, on a continué de travailler. En 2023, on a fait notre festival avec les moyens qu'on avait parce que on avait des sponsors et français et russes. On a perdu une grande part, enfin pratiquement tous nos sponsors russes dans cette affaire parce que c'était des sponsors très officiels. Et on se retrouve avec donc quelques sponsors français qui nous permettent à peu près de continuer. On recherche des sponsors. Si parmi les auditeurs, il y a des gens qui veulent soutenir le cinéma russe à Paris, on est volontiers à l'affût de ce genre de propositions. Et en choisissant des films, quelques films du répertoire, mais des films qui étaient de l'époque, voilà, parce qu'on sait bien, dans les situations difficiles, même au pire moment de la période stalinienne, il y a des cinéastes qui ont réussi à faire du vrai cinéma. Parfois, leurs films étaient sur les étagères, comme on disait, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas diffusés en URSS, mais ils existaient, ils sont ressortis ensuite, ils passaient dans les festivals, parfois ils avaient des prix. Et donc, voilà, on passe ce genre de films d'une part, et puis des films nouveaux. On a c'est un débat qui est encore très présent parce que est-ce qu'il y aura des films intéressants, je veux dire, qui nous intéressent et qui peuvent intéresser le public français? En fait, la situation est pas simple. L'industrie cinématographique russe continue de travailler de façon très active. Il y a plusieurs centaines de films par an pratiquement. Alors, une partie sont soutenus par le gouvernement et on peut dire quand même, c'est assez clair, font partie du travail de propagande de l'activité politique, économique, internationale russe d'aujourd'hui. Il y en a qui sont fascinants, je dirais. Dans mon livre, je parle d'un film qui s'appelle Touriste, Le Touriste, qui est entièrement tourné en République centrafricaine, un film russe, en russe, et qui en gros montre comment les Français ont été incapables d'aider réellement le gouvernement de ce pays africain et comment un groupe qui n'est pas qualifié, mais dont on voit bien les relations qu'il peut y avoir avec le groupe Wagner, qui défend et qui arrive à des résultats dans ce moment agité. C'est un film récent qu'on peut trouver sur les réseaux et qui est
je veux dire, nous ne le passerons pas, mais enfin, comme on dit, c'est un boyeviki, comme les films de ce genre. Il y a beaucoup de films de genre en Russie. Celui-là est assez intéressant à cause de ce sujet un peu délicat. Donc, il y a beaucoup de films qui sont tournés, beaucoup de films commerciaux qui essaient de trouver leur place sur le réseau de distribution russe. Et puis, il y a toutes sortes de choses, en fait. Il y a une partie des cinéastes, certains des plus connus, ont quitté la Russie, essayent de faire des films à l'étranger, dans des conditions qui ne sont pas forcément très faciles pour eux, parce qu'il faut s'adapter, il faut trouver des budgets, il faut tourner dans d'autres conditions, sur d'autres thèmes. C'est pas du tout facile. On va voir ce que ça va donner. Dans notre festival qui va bientôt avoir lieu, on aura un court-métrage de Zviagintsev qui vient de finir. Et puis, il y a d'autres films de façon assez étrange, finalement. Par exemple, on va passer un film qui s'appelle Patient Nomer 1, le patient numéro 1, qui est un film complètement en russe, mais le réalisateur est géorgien. Le film a été tourné, je ne sais pas où, quelque part, mais pas en Russie. Et c'est l'histoire, disons, on ne sait pas, il y a pas de nom précis, mais on devine, c'est soit Brejnev, soit Tchernenko, qui sont sur le point de mourir dans l'hôpital du Kremlin, et c'est les derniers moments de leur vie. La femme de ce premier secrétaire du Parti communiste, donc, c'est Inna Tchourikova, et c'est son dernier rôle. Donc, on va passer ce film qui, malheureusement, si j'ai bien compris, n'est pas prévu de passer en Russie. Et par ailleurs, on voit à côté du cinéma commercial, des choses diverses qui sont tournées ici, avec souvent le budget fédéral, qui est assez important, mais aussi beaucoup de producteurs privés. Sauf que ces producteurs privés, évidemment, ils hésitent. Qu'est-ce qu'on peut montrer? Enfin, il y a vraiment un passage de génération, je pense. D'après les discussions que j'ai eues, il y a une nouvelle génération qui est en train d'être formée et de sortir les premiers films. On va voir ce qu'ils vont proposer. Est-ce qu'ils vont proposer des choses intéressantes? Est-ce qu'ils vont tomber dans un certain conformisme? Je n'en sais rien. Par exemple, c'est assez fascinant parce que parmi les films récents qui ont été montrés et qui avec pas mal de succès du cinéma russe, Sokourov, le grand Alexandre Sokourov, avait créé un groupe à Naltchik, un groupe d'étudiants, parce qu'il voulait décentraliser la formation des cinéastes. Et il est allé donc créer un groupe à Naltchik, ce qui est quand même assez extraordinaire, capitale de la Kabardino-Balkarie. Et parmi ces élèves, il y en a déjà 2 ou 3 qui ont une renommée internationale. Et donc, mais qui, malheureusement, pour 2 d'entre eux, un couple est parti, si j'ai bien compris, aux États-Unis. Et puis, je viens d'apprendre, en fait, ce qui me réjouit, parce que Alexandre Sokourov est un grand pédagogue, il vient d'ouvrir un nouveau groupe. C'est-à-dire qu'il y a maintenant un nouveau groupe qui est en train d'être formé par Sokourov. Et étant donné la qualité du précédent groupe, j'espère que ce nouveau groupe va nous donner des surprises. Et puis, il y a un autre aspect qui est assez intéressant, c'est les cinémas régionaux qui apparaissent en Russie. On parle déjà d'un cinéma yakoute, c'est-à-dire un cinéma créé par des réalisateurs yakoutes. On avait passé il y a 2-3 ans un film très fascinant d'un réalisateur yakoute, ce qui s'appelle Shamanka, je crois, qui est sorti nulle part, mais qui est très puissant, très intéressant. Et il y a maintenant les Russes eux-mêmes, les spécialistes, les kinovièdes, les spécialistes du cinéma à Moscou, parlent d'une école de cinéma yakoute qu'il va falloir suivre. Et maintenant, ils parlent déjà d'un cinéma bachkir, justement. C'est pas le même, évidemment, c'est un autre contexte et une autre actualité, mais plusieurs réalisateurs bachkirs qui se font entendre, dont les films sont montrés dans des festivals internationaux et qui obtiennent des prix. Donc voilà, il faut suivre cette actualité. Alors nous, comme festival, alors oui, il y a une chose aussi que j'ai appris à Moscou. Unifrance Film a sorti ses statistiques pour l'année dernière et de façon surprenante, enfin ils étaient eux-mêmes surpris, le premier acheteur de films français dans le monde, c'est la Russie.
les calculs, les statistiques de public, 7 millions de Russes qui ont vu des films français l'année dernière, 2023. Le suivant, dans l'ordre statistique, c'est l'Allemagne avec 4 millions et demi. C'est-à-dire que là, il y a une réserve. Je pense que c'est intéressant parce que ça veut dire que, évidemment, on comprend bien, il y a cette actualité extrêmement difficile et en même temps, il y a ce lien. Et c'est pour ça que nous, notre festival, on a décidé de continuer. C'est que c'est un lien important. Ça ne veut pas dire qu'on adhère à telle ou telle demande de quelque pouvoir que ce soit, mais voilà, notre idée, c'est que le cinéma, la culture en général, mais nous, c'est le cinéma, doit rester un lien qui permet de montrer la complexité des sociétés, la complexité de la société russe et ce que ça signifie. Voilà, je crois que c'est un peu ça que j'avais envie de raconter. Nous, notre prochain festival, c'est du 8 au 12 mars à Paris, dans plusieurs cinémas aussi d'Île-de-France, puisque nous avons un soutien de la région Île-de-France et par conséquent, on s'efforce de montrer des films en dehors de Paris, pour pas rester, pour pas être suspecté d'être toujours seulement dans la capitale. Alors justement, je rebondis puisqu'on a déjà des réactions d'auditeurs fidèles, notamment, qui vous invitent à venir présenter ces films à Vichy. Voilà, par exemple. Donc, c'est une bonne occasion de se décentraliser. Voilà. Et puis, il y a une question intéressante. Est-ce que ces réalisateurs régionaux donnent à voir des facettes de la Russie jamais vues à l'étranger? Parlent-ils plutôt des traditions, légendes, spécificités culturelles de leur région, ou plutôt des difficultés des populations aujourd'hui? Alors, il y a toutes sortes de films, évidemment, mais celui que je citais, qu'on a montré déjà il y a 2 ans, je crois, Shamanka, c'est un film absolument extraordinaire parce que ça se passe aujourd'hui, mais ça montre comment ces traditions chamaniques sont à la fois rejetées et en même temps respectées et intégrées dans une société. Alors, ça se passe en province Yakoute, c'est-à-dire qu'on n'est même pas à Yakoutsk, c'est pas dans la capitale, ça se passe dans une bourgade de province où les autorités sont confrontées, les autorités locales sont confrontées à des gens qui sont malades très gravement, qui n'arrivent pas à soigner par les moyens traditionnels, pas traditionnels, modernes, et finalement, ils sont presque contraints à la fois par les habitants qui savent qu'il y a quelqu'un dont on dit que c'est une chamane, qu'elle a des pouvoirs, à la fois ils la craignent, elle est marginalisée par la petite communauté locale, et en même temps, ils y vont. Et c'est un film très extraordinaire parce que justement, ça montre cette complexité d'une région. Ça n'a rien à voir avec les pouvoirs fédéraux, tout ça. Non, non, c'est vraiment des problématiques locales très particulières à ces régions. On peut trouver ça probablement en Yakoutie, en Bouriatie. Il y a quelques régions où ce chamanisme reste encore présent. Voilà. Donc c'est pas. Après, je sais qu'il y a des films aussi plutôt historiques, c'est-à-dire sur la façon dont les Russes sont arrivés en Sibérie orientale, en Extrême-Orient. Il y avait déjà eu, parce qu'il y a eu les écrivains autochtones de Sibérie ont publié beaucoup de choses, y compris des romans historiques, qui ont été mis au cinéma, voilà, et qui portent justement sur ces événements qui sont pas très connus, parce que voilà, on a souvent eu tendance à simplifier cette histoire des relations entre ces peuples, et par le biais du cinéma ou d'un roman surgit toute une couche d'événements oubliés que les écrivains ou les cinéastes remettent en valeur. Merci infiniment, Jean, pour cette intervention très riche et intéressante. Question pratique, où est-ce qu'on trouve des informations sur ce festival? Il y a un site internet, il y a quelque chose? Oui, alors j'avoue que j'ai pas, je sais plus comment s'appelle exactement le site, mais si vous cherchez Festival Cinéma Russe Paris, vous allez nous trouver.
Et pour Vichy, pourquoi pas? Le problème, c'est qu'on a une toute petite équipe. C'est pas toujours simple voilà. Mais je suis ouvert. Voilà. Chargé de Faites passer vous donner le les contact. infos. Voilà. Et donc, ce festival a des dates déjà fixées? 8 au 12 mars à Paris. D'accord. Donc, Après, on sera dans plusieurs cinémas de l'Île-de-France et à Taverny en particulier. formidable. Merci infiniment. Donc, nous allons clore là-dessus notre 184e briefing. Je rappelle pour nos membres présents à Moscou le 24 janvier que nous aurons notre traditionnelle cérémonie des vœux. Vous êtes conviés, bien entendu, cordialement autour d'une galette des rois, de vin d'hiver et de cidre normand. Voilà, merci infiniment de votre fidélité. On se retrouve jeudi prochain et comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.